Alors, moi j'ai une petite question pour commencer. Qui dans la salle a déjà regardé un match de foot, rugby, peu importe le sport, en direct à la télé? Pas mal. Et qui a déjà entendu son voisin crier ouais avant que vous voyez le but, même à la télé? Ouais. Bon, ça va. Je suis pas toute seule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet voisin dans le langage un petit peu des médias. Bonsoir à tous, je m'appelle Chris Legal, je suis cloud architecte chez Atem et on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière le fameux bouton play de votre télécommande à la maison. Déjà, je vais commencer, je suis obligée. Qui on est chez Atem? J'imagine que très peu de monde connaît Atem, c'est une boîte, c'est un éditeur de logiciels vidéo. C'est une entreprise française qui a une trentaine d'années. Il emploie 550 employés à peu près, la moitié en France, la moitié un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait chez Athènes? Eh bien, en fait, si on reprend notre image du match de foot ou de l'événement sportif, donc sur la gauche, on va avoir tout ce qui est le stade, les caméras, les camions qui envoient les flux vidéo. Et puis à droite, on a nos abonnés, nos utilisateurs, qui regardent sur des matchs, sur une télévision, sur des écrans, tout ce qui est connecté à Internet. En fait, nous, on fait toute la brique technologique qui gère le processing, le process vidéo, partout après, finalement, la caméra, et juste avant vos équipements. Donc, tout ce que vous ne voyez pas. Donc, comment ça fonctionne? Le flux vidéo, en fait, on le récupère. Il arrive chez les fournisseurs de contenu qui traitent la vidéo et qui, après, la distribuent à des fournisseurs de services. Qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur de services? Ça va être vos Orange, SFR, Bouygues, Free, qui vont vous donner une box pour vous regarder la télé à la maison. Mais ça peut être aussi d'utiliser n'importe quel device qui est connecté à Internet, du streaming HTTP. Et en fait, ces deux technologies-là, elles sont hyper différentes. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir ce fameux effet voisin dont on va parler un peu plus en détail. J'ai pas mentionné, mais les clients d'Atem, il y a deux familles de clients. Donc, les premiers, c'est plutôt ceux du bas, ceux qui fournissent les box. Donc, on revient sur des Orange et compagnie. Et les deuxièmes, c'est ceux qui peuvent fournir un flux en HTTP sur Internet, et c'est n'importe quelle chaîne de télévision. Donc, les clients ATM, chaîne de télévision ou fournisseurs de box. Un peu plus dans le détail technique, on part toujours de notre stade, notre match de foot ou n'importe quel autre sport que vous préférez. En fait, ce qui sort d'une caméra ou d'un camion, c'est un flux qui est à peu près à quelques centaines de mégabits par seconde. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas vous envoyer sur votre téléphone un flux à 100 mégabits par seconde. Sinon, ça ne le fait pas trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a trois grosses étapes. La première, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Donc, en fait, le flux à 100 mégabits par seconde, on va enlever pas mal d'informations que vous ne verrez pas, enfin, ça ne va rien changer pour votre expérience. On compresse la vidéo et ça ressort un flux à peu près à 6 mégabits par seconde. Donc, tout ça, c'est configurable, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Vous avez peut-être entendu parler de codec, de H264, codec vidéo. Et ben en fait, c'est ce qui se passe ici. C'est vraiment, on utilise des codecs, enfin, on fabrique les codecs qu'on utilise pour compresser la vidéo et que ça soit vraiment beaucoup plus petit en sortie. La deuxième étape qui arrive, c'est le packaging. Le packaging, c'est vraiment la préparation du contenu pour l'adapter à différents équipements. Donc, si on est sur de l'Android, c'est pas le même format de streaming que si on est sur un device Apple. Donc, en fait, ce qui va se passer en sortie du packager, on va avoir un flux à 6 mégabits par seconde pour Apple, un flux à 6 mégabits par seconde pour Android, par exemple. Et en fait, après, on a la troisième étape, c'est le CDN. Le CDN, c'est le Content Delivery Network. C'est ce qui permet vraiment de cacher et de streamer le contenu à très, très grande échelle. Donc là, on va avoir un flux qui va aller vers la télé ou la box, télé connectée ou box, à 6 mégabits par seconde environ, toujours. Hein. Et sur un équipement mobile, tablette, on va envoyer ça sur un débit un peu plus petit. On va envoyer plutôt du 2 mégabits par seconde. Un ordre de grandeur.
Mais tout ça, c'est multiplié par le nombre d'abonnés. Donc, si jamais un opérateur télécom, il a 1 million d'abonnés, ben, ces flux-là, il faut les gérer fois 1 million. Donc, pourquoi on utilise du CDN? Ben, c'est pour protéger un petit peu cette brique-là, qui lui va fournir juste deux formats, et le CDN va lui multiplier par vraiment l'échelle, ou la gestion de l'échelle. Je suis partie sur du sport, mais je change de sport. Donc là, vous avez gagné votre ceinture jaune, parce que c'est une ceinture. Votre ceinture jaune de judo. Enfin, plutôt de streaming vidéo. Il y a encore quelques jalons à franchir. Là, je voulais vous expliquer un petit peu pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des flux qui sont envoyés à 6 mégabits par seconde et des flux à 2 mégabits par seconde ou 4 mégabits par seconde et 1 mégabit par seconde. En fait, quand on prépare le contenu avec nos étapes d'encodage et de packaging, on va définir différentes résolutions, différentes qualités. Vous avez peut-être entendu parler du 1080p quand vous achetez votre télé. C'est une qualité vidéo, une résolution. Donc en fait, ça définit vraiment la qualité des SD, HD, UHD. Donc en fait, quand on prépare le contenu, ou un flux live, on va le compresser à différents formats. Donc plus on monte en termes de mégabits par seconde, ben, plus il y a d'informations et c'est pour ça que ça prend plus de place. Et donc on peut avoir trois formats différents. Par exemple, dans mon exemple, j'ai 3 résolutions différentes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est l'écran sur lequel vous regardez la télé. Il va demander à quelle qualité il veut. Et la qualité qu'il demande, c'est en fonction de la bande passante qu'il a disponible. Donc, au début, on a de la bande passante disponible. Donc, on peut récupérer le format de qualité. Donc, tout ça, c'est des petits paquets de 2 ou 4 secondes, par exemple. Et dès qu'un paquet est arrivé, il va être mis dans le buffer du player, donc de votre lecteur vidéo. Et quand il y a un paquet qui est entier, il est affiché à l'écran. Il y a un deuxième paquet qui arrive, pareil, affiché à l'écran. Mais là, pas de chance, vous vous êtes éloigné du réseau, enfin de la borne Wi-Fi, par exemple, ou votre ado est rentré à la maison et a commencé à faire du YouTube. Donc, la bande passante que vous avez disponible, elle baisse considérablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez plus récupérer votre paquet vidéo de bonne résolution. Donc, vous allez récupérer peut-être la plus mauvaise résolution. C'est pas grave, vous pouvez toujours regarder la télé, mais si vous êtes un peu tatillon, vous allez voir que la qualité, elle a un peu descendu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors en anglais, c'est adaptive bitrate. C'est vraiment l'adaptation du débit en fonction de la qualité que vous avez de votre connexion. Et pour ceux qui suivent encore jusque-là, vous avez gagné votre ceinture orange de streaming vidéo. Bon, alors mes couleurs, elles sont un peu pastel, donc il faudra être un peu sympa avec moi sur les couleurs. Donc maintenant que vous avez la base de ce que c'est que le streaming vidéo, je voulais vous expliquer un petit peu quels sont nos challenges et qu'est-ce qu'on fait techniquement pour y répondre. Donc, nos clients, pour rappel, ça va être des gens qui fournissent des services de vidéo et qui sont payés pour faire ça. Donc, des chaînes de télévision, alors il y en a qui sont gratuites, mais il y a des Canal+ qui sont payants, ou des opérateurs télécoms qui vous donnent la box, qui vous louent la box. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour eux? Leur défi technique ou technologique ou business, ça va être de se dire qu'ils veulent toujours une qualité de vidéo qui est qui est potable, qui est plutôt correcte, surtout sur des événements sportifs. Ils veulent que forcément il y ait toujours quelque chose à l'écran, que le flux soit toujours disponible, donc que la disponibilité elle soit 24/7. Forcément, ils vendent tout, donc ils veulent aussi que ça soit pas trop cher. Et ils s'attendent à avoir une latence de bout en bout qui est très faible. Je vais vous expliquer ce que c'est plus en détail. La latence faible, ça veut dire quoi? C'est justement pour éviter ce fameux effet voisin, où vous entendez votre voisin crier avant vous. Donc, nous, ce qu'on essaye de cibler, c'est d'avoir une latence qu'on appelle entre ce qui se passe en vrai, dans la vraie vie, et ce qui arrive à votre écran, qui soit inférieur à 5 secondes. Pourquoi 5 secondes? En fait, c'est le temps qu'il faut à peu près à des gens qui sont au stade pour tweeter ou pour envoyer quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc, on ne veut pas que les gens reçoivent des messages avant que ça arrive à l'écran. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On retrouve nos principaux composants. Donc, on se met comme contrainte que le transcodage soit fait en moins de 2 secondes.
que le packaging, donc la préparation des différents formats pour Android ou pour Apple, soit fait en moins d'une seconde. Le delivery, donc le fameux CDN de tout à l'heure, c'est que du réseau. Donc là, on est en centaines de millisecondes, ça ne doit pas prendre très longtemps. Et les players, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un système de buffer où ils devaient attendre d'avoir un paquet avant de pouvoir l'afficher à l'écran. Là, on joue pas mal sur cet aspect-là et on force un petit peu les choses pour qu'ils commencent à afficher même s'ils n'ont pas reçu la totalité du paquet vidéo. Et donc, pour arriver à moins de 2 secondes là-dessus. Et comme ça, on arrive à peu près à moins de 5 secondes, ce qui est notre latence espérée. Donc ça, c'est très vrai sur des matchs de sport. Mais quand on est sur du dessin animé, sur du journal télé ou un documentaire, on ne fait pas tout ça. On reste dans quelque chose d'assez standard. Pour la petite démo, donc là, c'est pour vous montrer, en bas, c'est la référence, la vraie heure. À gauche, c'est si on ne fait rien, qu'on utilise la technologie telle qu'elle est, on a 20 secondes de délai. Et en fait, en mettant en place tous ces petits mécanismes dont on a commencé à parler, on descend à 3 secondes de latence. Donc, ce qui est largement acceptable, ou alors que les gens commencent à être très très rapides pour tweeter. Ce qui est aussi possible. On devrait ça pour crier. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils craignent le plus, nos clients? Donc, on est toujours sur nos opérateurs de box sur nos chaînes de télé. Ce qu'ils craignent le plus, ces gens-là, c'est ça. C'est l'écran noir. Parce que quand tu as un écran noir, c'est bien embêté quand tu proposes du contenu. C'est leur plus grande crainte, mais ça arrive. Plus récemment, on a eu Sky et la BBC qui ont complètement planté leur service live pendant quelques temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les aider et comment est-ce que nos solutions sur le cloud les aident à éviter ce genre de problème, aussi bien pour réduire la latence sur des événements sportifs que pour avoir une grande disponibilité. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise principalement dans le cloud? Parce que le cloud, il y a des centaines et des centaines de services, on pourra l'utiliser, je ne sais pas combien. Nous, dans notre métier, alors là, j'ai pris des exemples avec Google, mais c'est vrai qu'on travaille aussi avec AWS et d'autres cloud providers. Donc, les exemples qu'on a dans notre métier, là, on travaille beaucoup avec du Kubernetes. Toutes nos applications sont cloud native, tournent dans du Kubernetes. Donc, on utilise le service de GCP pour ça. J'avais tendance à dire que le transcodage consommait énormément de CPU, énormément de compute. Maintenant qu'il y a de l'IA, finalement, on est relégué un petit peu à des applications qui consomment moins de compute que de l'IA. Mais quand même, on utilise pas mal de compute. Je vais passer sur le stockage. Le stockage, on l'utilise que dans des cas où on va faire la vidéo à la demande, le fameux replay que vous avez aussi dans vos portails télé. Donc là, on utilise beaucoup de stockage quand on est dans ces cas-là. Et sur du live, on va voir ça, du load balancing et du CDN. Alors, la spécificité de Google, c'est qu'il propose un service qui s'appelle Media CDN. Très peu de gens le connaissent, mais c'est en fait le CDN de YouTube. Donc, c'est comme ça que YouTube délivre son contenu à ses abonnés. Et en fait, Google a mis à disposition des utilisateurs de Google. Nous, on utilise aussi. Je voulais vous montrer ça parce que c'est important de comprendre pourquoi c'est intéressant pour du streaming live d'aller dans le cloud et pas d'être on-prem. En fait, quand on fait du streaming, vous êtes comme tout le monde. J'imagine qu'il y a plus de chances que vous regardiez de la télévision en live le soir vers 21h qu'à 3h du matin un jeudi. Peut-être que vous avez des habitudes qui ne sont pas les miennes, mais souvent nos clients, ils sont un peu plus comme ça. Donc en fait, ce que ça donne, ça donne des pics de trafic dans la journée. Et puis d'autres pics de trafic. Alors il y a un petit pic le midi, donc je ne sais pas, les gens à la pause déj, ils doivent regarder la télé. Et en fait, c'est des patterns qui se retrouvent beaucoup. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas une consommation qui est plate tout au long de la journée, ni tout au long de la semaine, ni tout au long du mois. Donc ça dépend énormément. C'est hyper improductible ou pas, parce que là, on voit, il y a un gros pic. Et là, 1 million de sessions finalement dans la minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était le Grand Prix de Formule 1 qui a généré beaucoup plus de trafic. Donc, en gros, si on était on-prem, on devrait dimensionner au pic. Donc, pour 1 million de sessions, par exemple, dans mon exemple ici. Et donc, on aurait des serveurs qui tournent tout le temps.
pour tenir le cas où j'arrive à 1 million. On voit que plus de la moitié du temps, on a un pic dans la journée qui arrive. Et dans ma journée, au sein de ma journée, mon pic ne dure pas très longtemps non plus. Donc en fait, si on était on-prem, on surdimensionnerait peut-être de 75% juste pour tenir ces pics-là. Donc de l'argent, de l'énergie, enfin voilà. Donc on va passer un peu plus, on va rentrer un peu plus dans la technique. J'espère que vous êtes toujours prêts. Donc là, je voulais vous expliquer vraiment comment fonctionnait le CDN, parce que c'est une brique qui est assez importante, c'est lui qui délivre toutes les chaînes. On a parlé vite fait tout à l'heure. Si c'est la première fois que j'ai un utilisateur qui va aller regarder un contenu vidéo, la première fois, personne n'a jamais vu avant, mais en fait, le CDN, lui, il ne l'a pas en stock. Donc, il va aller redemander ce contenu-là à l'origine, qui a préparé les contenus aux différents formats. Donc, c'est ce qu'on appelle un cache miss. Pourquoi un cache miss? Parce que le CDN n'a pas pu le donner directement depuis son cache. Donc, en fait, le CDN va récupérer le contenu ici quand il fait la première demande et il le stocke en cache. Et il le délivre en même temps à l'utilisateur final. Par contre, la deuxième fois qu'un utilisateur va demander exactement le même contenu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'utilisateur demande son contenu, mais le contenu est déjà présent dans le CDN. Donc, c'est un cache hit. Ça veut dire que le contenu est délivré directement depuis le CDN. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est économisé une requête sur l'origine packager. Donc, le boulot du CDN, c'est de protéger notre origine. Et pour vous montrer ça, j'ai repris mon exemple de mon 1 million de sessions là, qui est délivré par le CDN. Et qu'est-ce que c'est pour mon packager? Ça représente 125 à peu près requêtes. Alors, c'est pas la même échelle, ça c'est des requêtes par seconde, là c'est des requêtes par minute. Et comme je suis super balèze en maths et que j'avais pas du tout les infos avant, je calcule de tête comme ça et ça fait à peu près 7500 requêtes par minute. Donc, on a une échelle de 1 million versus 7500 requêtes dans la minute. Donc, ça permet vraiment de limiter la charge sur l'origine. Il y a déjà un super boulot de tout packager comme il faut pour les bons formats. Et donc, en termes de pourcentage, en fait, on a 97% du contenu qui est directement délivré par le CDN, sans jamais aller demander à l'origine des contenus vidéo. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Liliana, on est avec nos petits pétaouts là, quand même de sortie. Là, vous avez passé une belle étape. Vous êtes ceinture verte parce que c'est du vert. Ça accroche encore un peu. Donc là, je zoome un peu sur le CDN. Le CDN, il a plusieurs composants à l'intérieur de lui. Donc, le média CDN de GCP, il y a la partie service qui expose le service finalement à l'utilisateur final. Et il y a un back-end dans Media CDN où on peut lui dire, voilà, tu as 2 composants, tu as un principal et un de secours, main et backup. Et en fait, ce main et backup, ici, va finalement aller taper sur l'origine packager main et l'origine packager de backup. Ce que je n'ai pas forcément dit tout de suite, c'est nos clients, ils aiment avoir une grande dispo. On a dit la peur de l'écran noir. Donc, on a toujours la redondance 1 plus 1. Toujours. Sauf si vraiment, ils s'en fichent un petit peu de la qualité. Mais ça, c'est notre histoire. Mais tous les clients qui ont peur de l'écran noir, ils ont tous du 1 plus 1. Donc là, ma requête, elle arrive sur mon CDN, mon média CDN. Hop. Donc par défaut, on l'a configuré pour lui dire que la requête, le back-end par défaut, ça sera du mail. Donc dans média CDN, il va dire OK, j'envoie sur le mail. Donc comme je renvoie sur le mail, ce que fait média CDN, on s'en sert, nous, pour qu'il réécrive le header HTTP. C'est là où je commence à aller un petit peu plus loin. Mais vous aurez de l'apéro après. Pour maintenir le cas. Non, pas avant. Donc il réécrit, il change le header en fait HTTP pour dire je renvoie sur le mail. Ça permet à Media CDN de router le flux jusqu'au packager mail. Donc il réécrit. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe après? Le chemin retour, il renvoie la vidéo convenablement jusqu'à mon utilisateur. Donc on utilise Media CDN pour savoir si on va aller sur l'origine main ou backup.
Ça veut dire que si jamais il y a un problème sur le main, Media CDN doit l'envoyer sur le backup. On va voir ça après. Donc là, nouveau câble de franchi. Alors ça, c'est du bleu. Ceinture bleue. Bravo. Ensuite, si là dans mon cas, si je reviens en arrière, donc j'ai qu'une seule paire d'origine packager, mais tout a une limitation physique. Donc, chez nous, ça tourne dans un pod dans Kubernetes, mais ça tourne physiquement sur une machine qui a des limites. Donc en fait, après ça dépend de la taille de la machine, mais si on part du principe qu'on peut avoir 50 chaînes de télé qui sont gérées par un seul packager, quand j'ai un opérateur télécom qui a 500, 800 ou 1000 chaînes de télé, je ne peux pas juste avoir mes deux petits packagers tout mignons là qui font le boulot. Donc on est obligé de multiplier le nombre de paires de packagers. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc je vous ai mis une paire rose, parce que j'aime bien les couleurs, même si elles ne sont pas toujours bien représentées, et une paire bleue. Donc on peut dire que les 50 premières chaînes sont ici, entre les deux roses, actifs, passifs, et une deuxième paire en bleu, pour 50 autres chaînes. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je suis obligée de rajouter ici, dans mon chemin, je suis obligée de spécifier, de dire, OK, la chaîne numéro 13, elle est sur l'origine numéro 1, la paire d'origine numéro 1. Donc ça veut dire que dans mon chemin, je vous fais apparaître ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On part du principe que le CDN n'a pas le contenu. Donc le CDN va maintenant non plus interroger directement l'origine parce qu'il ne sait pas trop forcément lequel il doit prendre. Et en fait, c'est le load balancer. On est obligé de rajouter un étage de load balancer qui, lui, va faire le routage en fonction du chemin. Donc dans le chemin, on a rajouté l'origine 1. Donc il sait qu'il doit l'envoyer sur le rose. Donc, si j'essaie de le refaire un petit peu plus clairement, parce que ce n'était pas hyper rapide, on l'a fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le flux arrive, comme tout à l'heure, jusqu'au média CDN. On réécrit pour choisir qu'on va aller sur le main. Et le load balancer, donc média CDN dit main ou backup, donc là on dit main. Et le load balancer va dire tu prends les origines roses. Parce qu'on est sur les chaînes qui sont gérées par l'origine rose. Et après, le flux repasse et repart. Vous avez tous perdu ou pas complètement encore? Ça va? Donc, ce n'est pas une ceinture rose, c'était une ceinture marron, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à la faire vraiment marron. Donc, c'est une ceinture marron. Maintenant, on a le même use case. Donc, il envoie son flux jusqu'à l'origine rose numéro 1 mail. Mais là, en fait, on a un problème. Oui, si ça répond. On a un problème. L'origine 1, soit il est tombé par terre, soit il est en timeout, mais en tout cas, il se passe un truc, ça ne répond plus. Donc, soit on a un timeout, soit on a des erreurs 400 ou 500. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le load balancer, lui, ne sait pas les gérer, ces erreurs-là. Donc, il les renvoie directement à Media CDN. Mais Media CDN, c'est lui qui a l'intelligence de se dire si on fait du main ou du backup. Et donc, quand il se prend une erreur 400 ou 500, en fait, il réécrit notre fameux header HTTP avec le host comme étant du backup. Et en fait, il renvoie la requête au load balancer. Load balancer, lui, il voit backup, c'est OK. Et il voit surtout origine 1 backup. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie sur l'autre origine. Donc, le backup de mon origine rose. Et du coup, il renvoie le flux. Vidéo. Si vous êtes arrivé là, vous êtes ceinture noire. Avez-vous des questions? Ouais. J'ai une question. Sur ton architecture d'origine, il y avait plusieurs étapes avec codec et juste CDN. Ouais. Si j'ai bien compris, vous écrivez votre propre codec, comme le CDN, c'est quelque chose de Google. Mais quelle étape est le plus important pour vous en tant que société à optimiser? Ouais. Alors, en fait, on a aussi du CDN, mais on le fait quand on est on-prem. Quand on est dans le cloud, on préfère utiliser les CDN des cloud providers. Ils sont plus scalables, plus puissants et faits pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important? J'ai envie de te dire un peu les trois. C'est un peu la combinaison magique. Si à ton encodage, tu te rates sur la qualité,
peu importe que derrière, tu aies bien fait tout ton chemin. Enfin, shit in, shit out. Hein. Donc, il n'y a pas de secret, ça marche pour de l'AI, mais ça marche aussi pour de la vidéo. Et après, si le packaging, c'est pareil, si tu prépares pas bien tes paquets, ben, finalement, tu peux pas aller servir tes iOS, tes iPhones, bah, tu coupes quand même une grosse part de marché. Donc, c'est une combinatoire des trois. Il n'y a pas de truc qui est plus important que l'autre. Si tu en as un qui marche pas dans les trois, ça marchera pas de toute façon. Lequel est le plus compliqué? L'encodage, la compression vidéo. Merci. De rien. Il y a d'autres questions? Oui. Pour encoder, enfin pour la partie gauche là, avec le backup et puis le mail là pour l'encodage. Enfin dans le schéma précédent, il y a sans celui-là, l'origine. Est-ce que vous utilisez Istio par hasard? Non. Pour les retries ou des circuit breakers par exemple? Non, on essaie d'éviter d'utiliser tout ce qui est service mesh. On fait tout sur le même cluster et on essaie d'éviter pourquoi? Juste pour les facilités d'exploitation. En fait, chez nous, les gens qui opèrent, ce sont avant tout des experts vidéo et pas forcément des experts en infra. Et du coup, de leur demander de rajouter une casquette Istio pour aller troubleshooter en plus de toute la complexité de la vidéo, bah, ça commence à faire le mouton à 5 pattes et on n'en trouverait pas beaucoup. On essaie de simplifier l'infra pour que justement nos experts vidéo puissent faire leur boulot. Et oui, on y a pensé quand même. Mais... Question subsidiaire, est-ce que pour encoder, vous utilisez du GPU? Non, on n'utilise pas de GPU. On l'a fait dans le passé, parce qu'on faisait des choses on-prem avec nos propres serveurs. Et en fait, on a eu trop de retours de cartes qui tombaient en rade et trop compliqué à gérer sur le côté maintenance. Et justement, sur GCP notamment, c'est comme c'est pas vous qui gère la maintenance, etc. On pourrait. Mais ça voudrait dire redévelopper, recompiler nos encodeurs. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est on a une version d'encodeur qui tourne pour de 86, de l'AMD et du ARM. Ouais, ARM. Et je voulais juste, pour vous laisser avec une image, bah, la prochaine fois que vous regarderez un match de télé, vous penserez à toutes vos ceintures que vous avez acquises pendant la présentation. Merci.